à la ressourcerie de l'écrivain avec un 6e book haul parce que j'achète plus de bouquins, j'achète des livres plus vite que je ne les lis. On va commencer par, en fait je fais une fusion de 2 book hauls en un, à savoir que j'ai acheté des livres pas d'occasion et des livres d'occasion. Donc on a un book haul pour 10 balles plus rien où j'ai respecté mon budget de 10 € parce que j'ai dépensé 9,50 € et j'ai acheté 6 livres. Vous allez être fous quand je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Les filles du Graal d'Elizabeth Chadwick, donc Grand Prix du roman historique en 2021. À mon avis, le Grand Prix du roman historique, ça devait être sur un prix anglophone. Je l'ai acheté 3,50 €. Donc comme d'habitude, je devais faire des courses pour la grand-mère. Je suis allée chez Auchan. Ils ont agrandi leur rayon livres d'occasion. Il y avait des vêtements d'occasion aussi, mais alors, j'étais folle moi. Donc 3,50 €. Je vous dis pourquoi je suis épatée. Parce que, achevé d'imprimer en décembre 2023, je tourne le vendredi 19 janvier 2024. Donc ce bouquin a même pas 2 mois. Et ce qui veut dire que c'est un bouquin qui aurait dû coûter une bonne vingtaine d'euros, je pense. Donc là, franchement, je suis très contente. Est-il vrai que tu descends de Marie-Madeleine lança sans préambule Géralda d'un ton hésitant. Est-ce de cette ascendance que te vient ton pouvoir de prescience ? Brigitte sourit. C'était une question que lui posaient tôt ou tard toutes ses fréquentations. Pour une petite part, sans doute, répondit-elle. Eh oui, elle est mon ancêtre, du moins tel est le récit de mes origines qui m'a été transmis. Sa vie n'est pas racontée dans les Écritures. Alors que la croisade contre les Cathares saigne le sud de la France, Brigide, une jeune femme aux dons extraordinaires, fuit les inquisiteurs qui ont juré de l'éliminer. Dernière héritière de Marie-Madeleine, elle perpétue une lignée millénaire dont l'existence fait vaciller la toute-puissante Église catholique. Quand la campagne militaire s'intensifie avec l'arrivée de Simon de Montfort à la tête des armées du Nord, Brigide doit trouver refuge auprès des seigneurs locaux rebelles, parmi lesquels le jeune et beau Raoul de Montvalent. Hantée par des visions terribles de l'avenir et afin d'assurer sa descendance, Brigide est bien décidée à livrer jusqu'au bout le combat de l'amour contre la mort. Pour les fans d'Alison Ware et de Philippa Gregory, Les Filles du Graal est un roman sur un épisode sanglant de l'histoire de France où le mystique côtoie l'exactitude historique. Elizabeth Chadwick donne merveilleusement vie à l'histoire. Donc on est chez Hauteville, traduit de l'anglais par Alain Sainte-Marie. C'est une photographie ça ? Photographie de couverture, Terence Drysdale, Trévillon Images, Shutterstock. J'arrive pas bien à lire à cause de l'étiquette. Il mentionne Anne-Claire Paillet aussi par rapport à la couverture, que je trouve très jolie. Ça fait un peu, ça fait un peu légende arthurienne, les filles du Graal. Comment ne pas être plus arthurien ? Alors, Elizabeth Chadwick est l'autrice d'une vingtaine de romans historiques traduits dans plus de 18 langues. Elle a remporté de nombreux prix dans le Grand Prix du roman historique 2021 pour L'été d'une reine, donc pas ça, et a été reconnue comme une des meilleures autrices de romans historiques de ces 10 dernières années par la Historical Novel Society. Donc elle a fait un cycle sur Aliénor d'Aquitaine, L'été d'une reine, L'automne d'une reine et L'hiver d'une reine. Le premier tome, c'est le Grand Prix du roman historique. Elle a écrit une trilogie sur Guillaume le Maréchal, Le Chevalier d'Aliénor, Le Lion écarlate et La Soie des Templiers. Hauteville, c'est un label des éditions Brajlon, je savais pas. Je voulais un petit bout du premier chapitre. Chapitre 1er. Montagne noire du Haut-Languedoc, été 1207. Brigide savait que sa mère se mourait. La précieuse énergie vitale qui aurait dû irradier avec constance le corps de Magda et le nimber de lumière n'était plus qu'une pâle lueur, et l'afflux d'énergie curative qui émanait des mains de Brigide était impuissant à guérir ses blessures. Au dehors de la grotte de montagne où elle avait trouvé refuge, un orage d'été sévissait sur tout le Haut-Languedoc. Brigide ressentit la présence de l'éclair en son propre sein et le vit danser sous ses paupières brûlantes et recrues de fatigue. Elle avait vu le jour pendant un orage, en tout point semblable à celui-ci, et la puissance de la foudre coulait dans ses veines.
C'était un don de ville sacrée, manifestation des forces de l'unique lumière. Mais ce soir-là, la lumière était venue prendre sa mère. « Ne me laisse pas, chuchota Brigide, d'une voix étouffée par les larmes. Je t'en prie, ne me laisse pas, j'ai si peur. Elle blottit sa joue contre la main de sa mère. Le bout des doigts était recouvert d'une croûte de sang. Ses ongles roses, naguère soignés, avaient disparu pour ne plus laisser que la chair à vif. Gracile, les poignets étaient cerclés de bracelets rouges suintants, traces des menottes qui en avaient écorché la peau. Ses blessures auraient guéri avec le temps, mais pas celles que Magda portait au front, endroit où le prêtre l'avait marqué au fer rouge, jusqu'à l'os, du signe de la croix qu'elle avait refusé d'embrasser. Sorcière et hérétique, avait-il décrété. Sa pauvre mère, qui n'avait jamais fait ni souhaité de mal à quiconque de sa vie. Magda battit les paupières et ouvrit les yeux. « Tu as de nombreuses vies à vivre, murmura-t-elle, et un devoir à accomplir. Tu es la dernière descendante de ma lignée. Je m'arrête là. » Donc c'est un livre à 3,50 €. Ensuite, là je suis contente aussi. La cité diaphane de Anouk Fort ou Forêt. Donc c'est un livre à 1 € qui coûtait à l'origine 21,90 €. Et on est aux éditions Argile. Je trouve très sympa la couverture. Il y a un petit POC, mais c'est de l'occasion, on s'en fout. Je l'ai payé 1 €. L'errance nocturne dans une ville inconnue génère un indéfinissable sentiment d'éternité. Chaque ombre devient la promesse d'étrangeté. Et à la vérité, Roche-Étoile abritait beaucoup d'ombres. Merveille architecturale élancée vers le ciel, Roche-Étoile a connu la splendeur et la chute. La cité sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole brumeuse depuis que les eaux de son lac et de ses puits se sont changées en poison mortel. 7 ans après le drame, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte, avec pour mission de reconstituer le récit de ses derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche-Étoile abrite encore quelques âmes, en proie à la souffrance ou à la folie. Et celles-ci ne semblent guère disposées à livrer leur témoignage. Un jeu de dupes commence alors entre l'archiviste et ses esprits égarés, dans les dédales d'une cité où la vérité ne se dessine qu'en clair-obscur, où dénouer la toile du passé peut devenir un piège cruel. Je mets mon micro. Née en Nouvelle-Calédonie, Anouk Fort est une artiste plasticienne aux multiples talents. La cité diaphane, son tout premier roman, est une fantaisie gothique et torturée, ponctuée de nombreux rebondissements. La démesure des décors n'y a d'égal que l'orgueil et la folie humaine. Illustration intérieure par Anouk Fort. Je vais voir qui a fait les illustrations extérieures. Maquette et illustration de couverture, Xavier Colette. Et ça appartenait à Marianne. Et elle a écrit chez d'autres auteurs, d'autres éditeurs, Racine d'écume chez Apéron en 2022, Taharoa chez Apéron en 2022, et les éléphants sans pattes chez Alice Jeunesse en 2022. Donc c'est pareil, des éditions Argile en 2023, février, avec le soutien de la région Bretagne et de Rennes Métropole. Et en plus, donc c'est vraiment un livre qui est super récent. Livre 1, Le mal d'onde. Chapitre 1, une apparition. Oh! Je vous montrerai les illustrations. Bien, je n'ai guère de temps à perdre en lettrines et en arabesques. J'espère donc que vous me pardonnerez ma graphie rudimentaire. Voyez-vous, si j'ai appris à utiliser ma main gauche d'une façon plus que convenable depuis que la droite me fait défaut, le maniement de la plume n'en reste pas moins laborieux. Dans le cas présent, la difficulté vient surtout des tremblements liés à ma mort imminente. Après tout, j'ai assuré pendant 7 ans le rôle d'archiviste du Seigneur des Marches, sans que mon écriture constitue une entrave. La mort donc. Mais avant d'en arriver là, il me faut vous conter les événements qui conduisirent à ce triste fait. Ma princesse l'a exigé. Je tiendrai parole, cette fois au moins. Bien que son ultime requête ne soit que la dernière de mes motivations. Permettez-moi donc de vous narrer la cité de Roche-Étoile, sa déchéance, sa malédiction et ses âmes égarées.
Je m'offre en outre la fantaisie, à quelques incartades de près, de raconter ces derniers jours tels que je l'ai vécu, c'est-à-dire dans l'ignorance la plus totale des ressorts qui se jouaient. En arrivant ici, je n'étais guère qu'une ombre guidée par des puissances qui la dépassaient, inconsciente des réalités qui la menèrent à se confronter aux horreurs de Roche-Étoile. Mes raisons passées vous paraîtront peut-être faibles, ma solitude douteuse. Elle l'était en effet. Je vous prie donc de bien vouloir tolérer pour quelque temps la chose falote et sans consistance qui me tenait alors lieu de personne. La vérité nous frappera bien assez tôt, vous et moi. Et bien je trouve que c'est très prenant. Une illustration du début, c'est joli, oui. En gris. J'aime bien le papier, il est sympa. Vous savez la qualité de papier. Bon, j'ai là. Est-ce qu'on va avoir une illustration par chapitre? Je vais pas vous en montrer trop parce que pour pas vous spoiler. La princesse. C'était tu. Il y a quelqu'un là. Je vous en montre pas trop pour pas vous spoiler. Donc c'est un livre qui est récent et qui ne coûté que 1 €. Mais pourquoi? J'ai l'impression qu'ils font vraiment, ils les vendent vraiment pas cher. Ensuite, encore 1 €. Aïe, les hamacs de carton de Colin Niel, une enquête du capitaine Anato en Amazonie française chez Rouergue Noir. C'est une grosse maison d'édition, ça. Donc, c'est un livre à 1 € qui coûtait 19,50 €, qui est en bon état, très bon état même. Sur la rive française du Maroni, en Guyane, une femme et ses 2 enfants sont retrouvés sans vie, comme endormis dans leur hamac, inexplicablement. En charge de l'affaire, le capitaine Anato débarque dans un village où les coutumes des Noirs marrons comptent autant que les lois de la République. Et bien qu'il soit un originaire, un Guyanais de naissance, le prisme de la métropole où il a grandi retient le secret du fleuve et ses traditions. Tandis que l'on ordonne les rites funéraires et que le chef coutumier s'apprête à faire parler les défunts, l'enquête officielle entraîne le capitaine à la confluence des communautés guyanaises, loin, très loin du fleuve, là où les parias rêvent d'un meilleur destin. De Cayenne aux rives du Suriname, elle le conduira à un orpailleur en deuil, un repris de justice amoureux, une fonctionnaire intransigeante, mais le ramènera aussi, dans un troublant ressac, aux questions lancinantes qui le hantent depuis le décès accidentel de ses parents et à la compréhension de ses propres frontières. Ingénieur en environnement spécialisé dans la préservation de la biodiversité, Colin Niel a travaillé en Guyane durant plusieurs années au contact des populations du fleuve Maroni. Les hamacs de carton, son premier roman, ouvre une série d'enquêtes menées par le capitaine Anato dans ce territoire français de l'Amazonie. Je vais essayer de vous trouver qui c'est l'illustrateur. Ouvrage réalisé par Cédric Caillol, infographiste. Je trouve sympa en fait le côté un peu flou. Je trouve ça rend bien. En fait, je sais que c'est un policier, j'avais envie de m'y mettre parce que j'en lis pas beaucoup. Et je trouvais ça sympa d'essayer de m'y coller. Voici. Nous avons une carte de la Guyane pour rappeler un peu où ça se passe. Je vous lis un petit bout du premier chapitre. Réveillé par l'averse qui malmenait le toit de la baraque, le petit Barnabé se retourna dans la toile humide de son hamac. Fichue saison des pluies. À sa droite, ses sœurs dormaient encore profondément sous les moustiquaires. Le grand frère ronflait, ses pieds crevassés dépassant du tissu. Dans un coin de la pièce sombre, un pot en plastique récoltait des gouttes qui s'immisçaient par un trou dans la tôle. L'enfant attendait l'accalmie avec impatience. Comme chaque matin, un grain violent inondait le fleuve Maroni et le village, couvrant le cri lointain des singes hurleurs, retardant le départ des pirogues. Ils ont écrit cygne. Puis, d'un coup, le bruit sourd cessa. Dehors, une poule tenta un gloussement timide. Un fragment de ciel bleu apparut entre les planches. Dans la chambre voisine, la mère soupira.
Barnabé se redressa aussitôt, les 5 sens en éveil. Il bondit du hamac, enfila son slip et se jeta hors de la maison, sur l'allée creusée de flaques. « Ouh, weki ouh, debout tout le monde !» Il courut entre les constructions, bras écartés, imitant un moteur d'avion. Il dépassa le carbet des anciens, la prise d'eau, le manguier géant, le monument aux ancêtres, le plant de piment qui lui laissait un souvenir brûlant dans la bouche, et passa devant la demeure bariolée de son oncle, fit fuir un coq d'un coup de pied. « Toby, c'est moi le premier !» cria-t-il devant la baraque de son ami. Et il s'élança à nouveau sur une centaine de mètres pour atteindre la berge du fleuve qu'il balaya du regard, un sourire triomphant aux lèvres. Personne. Il était arrivé le premier, remportait encore une fois l'épreuve haut la main. Il sauta à pieds joints dans l'eau, les poings fermés en signe de victoire. Barnabé gagnait chaque matin la course à la toilette. Il finissait toujours dans l'eau du fleuve, avant sa mère qui suivait derrière, linge dans les bras. Avant ses 2 sœurs, bassine de vaisselle calée sur la tête. Et bien sûr, avant son frère qui rechignait à se plier au rituel matinal. Non, ça a l'air sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Reviens, j'avais fait une pause. J'ai oublié de préciser ce qui m'avait intéressé dans les premiers livres que je vous ai montrés. Ici, c'est le côté historique qui se mélange à certainement des choses un petit peu fantastiques, peut-être fantasy. Puis les cathares, c'est assez... J'ai jamais creusé vraiment les cathares, mais je trouve ça intéressant de pouvoir s'y pencher un petit peu, parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de fantasmes, entre guillemets, autour des cathares. Donc pourquoi pas. Et j'aime bien le côté aussi roman historique. Ici, alors évidemment, ce qui m'a intéressé, c'est le côté fantasy. Je pense qu'on est sur un ouvrage de fantasy, hein. Et il est quand même super beau. Et je suis super sensible au style, parce que j'avais pas ouvert le livre quand je l'ai acheté. J'ai juste, c'est la couverture, le marque-tapage que j'avais repéré et le 4e en fait qui m'ont fait l'acheter. Mais disons que pour des livres qui sont si peu chers, je me prends un peu moins le chou. Les hamacs de carton, ce qui m'a intéressé ici, outre l'aspect polar, c'est vrai que je vais un peu moins vers le polar, c'est que ça se passe en Amazonie française. J'ai une tendresse particulière, on va dire, pour l'Amazonie, pour les questions aussi, entre guillemets, indigènes. Et là, je mets vraiment des grosses guillemets, hein, mais enfin, je suis vraiment sensible sur toutes les questions des peuples autochtones, de comment ils vivent, etc. On continue avec un livre à 2 €, un poche ce coup-ci. Richard Ford, Canada, chez Point. Donc prix féminin étranger en 2013, donc ça, on est déjà sur un livre qui est un petit peu ancien. La photo, c'est Valérie Ménard au pâle, et la couverture, c'est Peter Adams. Ah non, la photo de l'auteur, c'est Valérie Ménard, et la couverture, c'est Peter Adams. Et je vais vous trouver le traducteur, si je trouve. Ah, à l'origine, c'était HarperCollins. Donc c'est un livre de 2014. Enfin, en poche, j'imagine. Je trouve pas de... Ah oui, pardon. Traduit de l'anglais États-Unis par José Camoun. Donc Canada. Très jolie photo. Dale Parsons a 15 ans lorsque ses parents braquent une banque. Pour échapper à l'orphelinat, il fuit au Canada. Dans la région sauvage du Saskatchewan, il se réfugie chez Arthur Remlinger, charismatique et mystérieux propriétaire d'un hôtel qui le prend à son service. Au milieu d'hommes pour qui seul compte la force brutale, Dale enterre son innocence et part à la recherche de son nouveau destin. Il y a une citation: « Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et ce qu'on a rêvé de faire, un beau jour, tout se rejoint. » Richard Ford, né en 1944 à Jackson, est l'un des chefs de file de la littérature américaine. Je ne connaissais pas. Indépendance, prix Pulitzer et prix Faulkner en 1996. Un week-end dans le Michigan et une saison ardente sont disponibles en points. L'Express dit « Roman d'une puissance et d'une beauté exceptionnelle sur la fin de l'innocence,
La jeunesse perdue et l'inextricable enchaînement des destinées. Ouh, je vous lis un petit bout du premier chapitre. Peut-être pas beaucoup. Ça m'a l'air d'être assez rapide et efficace. Un petit peu comme le... J'aimais bien le l'incipit des Hamels de carton. Bref, d'abord, je vais raconter le hold-up que nos parents ont commis. Ensuite, les meurtres qui se sont produits plus tard. C'est le hold-up qui compte le plus, parce qu'il a eu pour effet d'infléchir le cours de nos vies à ma sœur et à moi. Rien ne serait tout à fait compréhensible si je ne le racontais pas d'abord. Nos parents étaient les dernières personnes qu'on aurait imaginé dévaliser une banque. Ce n'étaient pas des gens bizarres, des criminels repérables au premier coup d'œil. Personne n'aurait cru qu'ils allaient finir comme ils ont fini. C'étaient des gens ordinaires, même si, bien sûr, cette idée est devenue caduque dès l'instant où ils ont bel et bien dévalisé une banque. Je préfère pas continuer en fait parce que c'est vraiment sur des pages qu'ils présentent ces deux parents. Mais ça me dit bien, prix féminin étranger. On peut supposer que les livres qui obtiennent des prix sont des livres qui sont de qualité. Ensuite, un petit livre, La cérémonie d'hiver de Élise Fontenaille chez Dos à Dos Noir. C'est Rouergue aussi, le Rouergue. On est aussi sur un roman noir. C'est un roman qui est très court. Hein. On est sur 89 pages. C'est une fille fière et solitaire, Éden. Personne ne pourrait la priver de sa liberté. Elle tient ça de Violette, sa grand-mère, qui n'avait pas d'autre règle, libre à tout prix, et la vieille dame l'a payée. Première à manifester point levé contre un projet d'autoroute sacrilège qui allait défigurer le paysage entre l'océan et la forêt, elle a été arrêtée, jugée. Elle est morte à sa sortie de prison. Depuis, Éden fourbit sa vengeance. Car si elle vit au 23e étage d'une tour de Vancouver, on est encore au Canada, elle est toujours une indienne, et sa tribu était jadis célèbre pour la férocité de ses guerriers. Son arme, elle tombera du ciel. Née en 1960, Élise Fontenaille écrit principalement pour les adultes. Son dernier roman, Les Disparus de Vancouver, est paru chez Grasset en février 2010. Chasseur d'orage, son premier roman pour les adolescents, est sorti au Rouergue en 2009. On peut aussi lire d'elle dans la collection d'Akodak Un koala sur la tête, Un été à Pékin et en zigzag La reine des chats. Chez les Indiens, la vengeance est un art. Graphisme et illustration de Franck Seca. C'est vraiment quelque chose de court. Hein. Elle a gagné un grand prix de la SF en 2008 pour Unica, qui était chez Stock. Elle remercie Claude Lévi-Strauss pour nous avoir appris à regarder l'autre et à recueillir ses récits. À Harriet Nahani, au Clan des Aigles, au Fiamoto, au Guay'anas, à Gaspard Rémy. Je ne vais pas vous en lire beaucoup vu que c'est court. La cérémonie. Stanley Park, une friche enneigée la nuit. Une fille danse devant un feu. À part quelques sans-abri qui campent sous des bâches de l'autre côté de la route, personne ne vient dans cette partie du parc, surtout en hiver. C'est trop loin de tout. Loin de l'océan, des aires de jeu des enfants, du chemin des joggeurs et des cyclistes. Un pan de forêt sauvage en pleine ville, un fouillis d'arbres à ciguës et de cèdres géants. Elle n'a pas peur, la fille, toute seule dans la forêt la nuit par ce froid coupant, à la merci d'un rôdeur. Il y a des gens bizarres dans les parcs à Vancouver ces temps-ci. Non, elle n'a pas peur. D'ailleurs, elle n'est pas seule. Quelqu'un veille sur elle. Quelqu'un ou quelque chose. Une présence. Mais ça me dit bien, franchement. J'ai l'impression que c'est une autrice qui a fait des recherches sur... qui a fait des recherches sur son sujet. La preuve, donc une photo de Harriet Nahani, le jour de son arrestation sur l'autoroute Sea to Sky en 2007. Nota bene, ce roman est inspiré en grande partie de faits réels et de personnages existants ou ayant existé. Violette m'a été inspirée par la véritable Harriet Nahani, je ne sais pas si ça se dit comme ça, une militante indienne de Vancouver. Elle lui ressemble comme une sœur jumelle. Harriet était une survivante des residential schools,
Elle a manifesté contre le projet d'autoroute Sea to Sky en 2007. Elle est morte d'une tuberculose contractée lors de son séjour en prison, où une juge sans pitié l'avait fait jeter parce qu'elle avait refusé de s'excuser. Tout ce qui concerne les residential schools est rigoureusement exact. La vérité sur ces endroits sinistres est plus terrible encore. La petite maison qui a reçu un énorme pont sur la tête existe. Le vieux pêcheur fataliste qui y vit depuis un demi-siècle a inspiré le personnage de Josh. Eden a vécu au sommet de la Plaza Tower dans la réserve numéro 7, comme mon ami Eden Robinson, écrivain à Isla, à qui elle a aussi emprunté son prénom. Je suis très intriguée. Donc, comme je peux le redire, toutes les questions autochtones, la preuve avec ce qui arrive, ça m'intéresse. Alors là, je crois que c'est le deuxième livre d'elle que j'ai acheté. L'étrange chanson de Sveti de Evelyne Brizou-Pellen. On est chez Castor Poche Flammarion. Ça existe encore, Castor Poche? Là, on est vraiment sur du junior à partir de 9-10 ans. Sveti a été recueilli par le comte de Montmirail et une troupe de tziganes qui parcourent la France. Toute sa famille a été anéantie par la peste. On n'a jamais retrouvé son père. Serait-il vivant? Sveti se raccroche à cet espoir. L'illustration de couverture est de Zao, Z-A-U tréma. Donc c'est écrit gros parce que c'est jeunesse. Illustration de François Davot. Il y a quelques illustrations dedans à l'intérieur. Et Evelyne Brizou-Pellen, l'auteur, habite en Bretagne. C'est un pays plein de mystères et de traditions, et c'est peut-être pour cela qu'elle aime se pencher sur les histoires du passé et les faire revivre. Evelyne Brizou-Pellen s'inspire souvent de personnages ayant existé, et aime en inventer d'autres qui auraient pu exister. C'est cela, écrire un roman. Dans l'étrange chanson de Sveti, vous trouverez des histoires vraies. Et bien que l'aventure de Sveti soit imaginaire, elle aurait pu être réelle, et même peut-être l'a-t-elle été. Donc elle a écrit aussi chez Castor Poche Le Trésor des Aztèques. J'ai pas tout lu volontairement. Donc il y a l'air d'avoir des petites illustrations. Ouais, ça va être plus vite. Hein. Il y a des illustrations en tête de chapitre et il y a des illustrations également en milieu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse parmi les livres que j'ai achetés, si vous connaissez les auteurs, si vous avez lu ces livres-là, si les thématiques vous intéressent ou pas. Donc moi, tout ce qui est autour de la famille, des personnes autochtones, pas forcément les enquêtes policières. Hein. Je vous ai dit, je suis une toute petite lectrice de policier polar, thriller. Je sais que c'est différent, mais j'en lis assez peu. Mais bref, là, franchement, je suis contente de ma pioche, là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations aussi à faire. Après, bon, acheter d'occasion, ce sont des achats qui sont très opportunistes au final. Hein. Mais moi, j'aime bien le fait. Je crois que je vais rester monomaniaque du budget 10 balles quand j'irai acheter des livres d'occasion. Et est-ce qu'il serait un petit peu temps que je lise cette masse de bouquins d'occasion que j'ai achetés? Tout à fait. Je crois que sur tous les livres d'occasion que j'ai achetés, on doit être à plus de 20 là. On doit être entre 20 et 30, proche de 30. Il me semble que j'en ai lu que un. Oh, je fais circuler les bouquins, j'en parle. C'était le Jenny Colgan. Et ce qui m'a lancé dans la lecture de la charmante librairie de la série 4 livres. À tout bientôt, rêvez tout grand, achetez plein de bouquins d'occasion parce que c'est bien. Salut!